Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer spécial Gold Cup. Donc, on est aujourd'hui le 30 juin, on est bientôt le matin. Certains ont très bien dormi, d'autres un peu moins. Donc, comme d'habitude, un de vos animateurs, Adi Raphaël. Je suis rejoint par un de nos rédacteurs en chef de Culture Soccer, Anthony Devarenne. Salut Anthony, ça va bien aujourd'hui? Bien, je dirais pas ça, là, mais on est en agréable compagnie aujourd'hui dans le podcast, donc ça va mieux. Exactement. Et comme d'habitude, comme tout au long depuis le début de cette Gold Cup, on a des spécialistes de presque chaque nation, en tout cas des nations, des plus grandes nations maintenant dans la région. On commence en tout premier par Greg Chaboch. Salut Greg, ça va bien aujourd'hui? Salut à tous, écoute, ouais, ça va, j'ai pas beaucoup dormi, je vais pas vous raconter de bêtises, j'ai pas beaucoup dormi, mais écoute, ça va plutôt bien. Et puis ici à Grenoble, il fait limite 40 degrés, donc on est très très bien. D'accord, ça c'est toujours le point météo lors de nos podcasts là. Nous il pleut chez nous, donc voilà. Tu vois. Si vous pouvez m'en envoyer un peu, ça m'arrange parce que. Non, mais toi envoie-nous du soleil aussi s'il te plaît. On échange, je pense, on serait content là. Et le deuxième invité, c'est notre ami Dimitri Valsin. Salut Dimitri, ça va bien? Et salut tout le monde. Goal, sous goal. Ça commence. Bon. Ok, parfait. On va essayer d'être gentil avec toi, là. C'est le seul qui est en 2000 en forêt, du coup, il est content, il est au top. Exactement. Bref, donc, comme vous le savez, Dimitri, c'est notre expert haïtien, bien évidemment. Même si il est canadien aussi, mais comme vous le voyez, il est très, 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 très content. Comme quoi, les gens, ils oublient vite. Non, je blague, bien évidemment. Bref, donc on va commencer en premier par le second match qui s'est joué hier soir, donc samedi soir le 29 juin, qui était un match entre le Mexique et le Costa Rica. Donc pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas vu le match, qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé durant ce match-là, c'était 1-1 à la fin des prolongations. Et c'est finalement le Mexique qui s'en est imposé 5-4 au penalty. Greg, comment tu as trouvé ce match-là? Honnêtement, c'était formidable. C'était un super match de football. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, vous avez raté une grande partie. C'était très intéressant. Ça allait d'un côté comme de l'autre. Vraiment, on voyait beaucoup d'occasions. Le Mexique n'a pas volé. On va rentrer après dans le détail du match, mais le Mexique a vraiment pas volé sa qualification. Je pense qu'il le méritait. Les Ticos sont bien subis, mais voilà, au bout d'un moment, ça devait craquer. Forcément, ça devait faire une décision. Et tu as en face un des, je pense, pour moi, des meilleurs gardiens de la planète, même s'il est sous-estimé fortement. Donc, bravo au Mexique. Qualification en demi, mais franchement, c'était un super match de football. C'est vraiment pour ça qu'on aime regarder la Gold Cup. Voilà, on a deux équipes qui jouent au ballon, qui refusent pas le jeu, et ça fait plaisir. Ouais, exactement. Mais c'est ce qu'on aime d'habitude de ce genre de match. C'est ça qu'on aime dans la Gold Cup, c'est que c'est d'habitude des équipes que d'habitude beaucoup de monde à travers la planète foot ignore un peu, qui se retrouvent et qu'on voit un peu plus dans cette compétition. Après, ça permet de mettre des joueurs en lumière et tout, quoi. Il y avait l'intensité, il y avait la technique, il y avait du duel, il y avait de la tension, il y avait vraiment un scénario incroyable, des heures d'arbitrage, il y avait tout, quoi. Vraiment, c'était un match où il y avait absolument tout. Ça aurait pu être une demi-finale, voire une finale. Ça a été un quart de finale, mais en tout cas, ouais, c'était un super match et ceux qui l'ont vu et tout le stade, parce qu'il était guichet fermé hier à Houston, était vraiment en feu. Donc vraiment, c'était super parti et j'ai pas regretté du tout d'être resté éveillé toute cette nuit-là pour voir ça, franchement. D'accord, parfait, c'est intéressant. Donc, tu as parlé un peu du gardien mexicain, Guillermo Ochoa, pour ceux qui ne savent pas, qui joue au Standard de Liège. Ouais. C'est un gardien confirmé de 33 ans. On s'attendait à ce qu'il fasse ce qu'il fait, puis bien évidemment, il a montré son talent. Est-ce que tu as aussi parlé, en fait, tu n'as pas parlé, mais on a vu le buteur du Mexique, c'est Raúl Jiménez, qui nous a fait une très bonne saison cette année avec Wolverhampton en Première Ligue anglaise. Puis le buteur du match du côté costaricain, c'est Brian Ruiz. Donc, Brian Ruiz qui est sur penalty, qui marque aussi. On comprenait très bien à 33 ans.
Mais est-ce que finalement, dans ce match-là, est-ce qu'on a vu de nouveaux noms un peu s'imposer et impressionner? Est-ce que tu peux nous nommer quelques noms? Ouais, rapidement pour vous faire un peu le fil du match. Déjà, on commence le match sur 10-15 premières minutes vraiment très très intense. On sent que le Costa Rica n'est pas venu là pour subir ni pour ne pas jouer au football comme c'était le cas ces dernières années sous Ramirez. Là, clairement, on sentit la patte Gustavo Matosas. Ça joue au ballon, ça met de l'intensité, ça va vite vers l'avant, ça joue beaucoup en triangle. Les sorties de balles sont franchement d'une qualité assez incroyable. Alan Cruz, dans les nouveaux noms dont tu me demandais de dire, voilà, Alan Cruz, vraiment le milieu de terrain costaricien a été d'une qualité, d'une propreté énorme. Celso Borges a lui aussi été incroyable. Le défenseur latéral que j'avais un peu critiqué contre le match contre l'Haïti, Fuller, fait aussi une très très belle partie. Et après, tu as les éternels, tu as Brian Ruiz qui n'a pas joué une seule, voilà, j'exagère un peu, mais n'a pas joué une seule minute au Santos cette année au Brésil et qui arrive à te faire 115, je crois, il sera à 115e, 115 minutes de haute intensité où dans le pressing, il est tout le temps là. Techniquement, il est très juste. Honnêtement, bluffant. Myron George aussi devant, seul en point d'appui, en point d'ancrage de l'attaque costaricienne, très bon. Il a pas eu beaucoup de ballons à jouer malheureusement, mais on sentait que ça pouvait partir à tout moment. Donc pour côté Ticos, je mettrais Alan Cruz et Myron George évidemment en avant. Et puis évidemment, Lionel Moreira, le gardien des Ticos, parce que vraiment, lui, il a fait également une partie assez incroyable. D'accord. Donc, pour ceux qui savent pas, donc Alan Cruz, je pense que la plupart vous le connaissez. Il joue à Cincinnati en MLS. Cincinnati qui est en très mauvaise posture. Donc, je pense qu'ils auraient besoin de la qualité d'Alan Cruz. Et si je me rappelle bien, Alan Cruz n'était pas très souvent titulaire avec Cincinnati au début de saison. Je pense qu'après, il a gagné sa place au fur et à mesure. Et pour le reste des joueurs que tu as parlé, donc Myron George qui joue à Midtjylland en Norvège. C'est ça. Et puis le gardien. C'est au Danemark. Au Danemark, pardon. Oui, effectivement. Au Danemark, tu as raison, Anthony. Et puis Lionel Moreira qui joue maintenant à Pachuca au Mexique, qui a été prêté par Herediano, donc le club costaricien. Donc, bref, c'est quand même assez. Oui, vas-y. Ouais, on a aussi Randall Leal qui a fait plutôt une bonne partie, l'ailier droit qui a eu un peu beaucoup de problèmes, on va dire, dans la prépa, puisqu'il avait été dans un premier temps exclu de la sélection. Il est allé en fait signer son contrat en Israël à l'Hapoel Beersheva sans prévenir le staff médical. Donc en fait, il a un peu disparu dans la nuit de mardi à mercredi. Tout le monde le cherchait. En fait, il était simplement en Israël pour signer son contrat. Donc ça n'a pas plu du tout à Matosas. On s'est même demandé à un moment s'il n'allait pas l'exclure définitivement de la sélection. Finalement, il l'a gardé. Il a été titulaire hier soir. Il fait une belle partie. Il fait partie des joueurs qui ont raté un penalty hier, mais il fait une belle partie et pour un jeune joueur, c'est quand même très très important, je pense, d'avoir ce genre de match référence. Exactement. Donc Randall Leal, 22 ans, comme tu l'as dit, il a signé en Israël. C'est quand même parfait. Donc, et du côté mexicain, vu que malheureusement notre expert Diego n'est pas disponible, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé du côté mexicain? Est-ce que on a vu? Je sais que bien évidemment, on savait que les Costariciens allaient subir. C'est ce qu'ils ont fait. On le savait. Je pense que ça faisait partie du plan de match. Donc, c'est pas étonnant de ce point de vue-là. Mais est-ce que le Mexique a été de loin plus dangereux ou est-ce que c'était vraiment très équilibré entre les deux? En fait, sur la première mi-temps que le Mexique domine totalement le débat, ils ont vraiment la possession. Le but de Jiménez, il arrive, j'ai envie de dire, logiquement. On est un peu déçus au moment du but. J'étais vraiment sur les réseaux sociaux à ce moment-là et tous les Costariciens étaient unanimes. C'est un peu une déception, le but de Jiménez, mais clairement, tu peux pas dire que c'est contre le cours du jeu. Au contraire, ils dominaient, voilà, ils sont dangereux. Après, tu as le retour des vestiaires, donc il se fait, on va dire, plutôt en confiance côté Ticos. Les Mexicains, eux, ont dominé, donc, et en plus, ils ont marqué, donc clairement, pour eux, c'est le scénario idéal. Ils vont faire une petite faute. Bon, si vous la voyez, elle est un peu discutable de Hernandez, de latéral gauche, qui fait une petite faute. Pour moi, elle est en dehors de la surface de réparation. L'arbitre décide de donner penalty parce que Joel Campbell tombe dans la surface, mais je pense que le contact est en dehors. Bref, il donne penalty. Brian Ruiz égalise, mais Mochoa ne peut rien faire. Mais même à ce moment-là, on a senti des Mexicains, j'ai envie de dire, qui géraient, qui contrôlaient. Ils n'ont jamais paniqué. Ils ont, par contre, à un moment, un peu, pas subi, mais ils se sont un peu énervés. Ils ont été un peu sur la corde raide, beaucoup de nervosité, sûrement dû au fait qu'ils n'arrivaient pas à marquer ce deuxième but. Mais clairement, ils sont de loin les plus dangereux hier. Après, de toute façon, on n'invente rien. Hein. C'est l'école Gerardo Tata Martino, c'est l'école Bielsa, c'est offensif, quoi. C'est tout pour la
attaque. Donc clairement, ils ont très bien joué. Une mention spéciale à Dos Santos qui a été énorme hier, le milieu de terrain mexicain, qui a vraiment fait un très beau match. J'ai oublié le nom du joueur, je vais vous le retrouver tout de suite, qui m'a beaucoup impressionné également côté mexicain. Mais oui, pour répondre à ta question, clairement, les Mexicains ont dominé, ils ont été le plus dangereux, ils ont tapé sur la barre, ils ont obligé Morera à des parades incroyables. Parfait. Donc, en parlant de Jonathan Dos Santos, bien évidemment, Jonathan Dos Santos, c'est celui qui joue au Galaxy de Los Angeles. Donc, ouais, c'est quand même un très, très bon joueur en MLS. Donc, c'est ça. Malheureusement, ça a l'air qu'on a perdu Greg. Très bizarrement, on l'a perdu. C'est ça, je trouvais qu'il a disparu assez rapidement. Mais bon, le voilà de retour. Donc, bref, ouais. juste pour le dire, donc Jonathan Dos Santos, c'est ce que je disais, Greg, c'est qu'il joue au Galaxy de Los Angeles. Voilà. Et tu voulais parler de qui le deuxième? Pizarro. Rodolfo Pizarro, oui, ouais. Effectivement. Diego nous en avait parlé lors des podcasts précédents. Il est formidable, un pur joueur de football, vraiment. Dans l'intensité, lui aussi, il a été vraiment de partout. Il était sur tous les ballons, il n'a pas arrêté, il a fait presque 120 minutes. Il a été vraiment incroyable, vraiment très, très bon joueur. Parfait. Excellent, parfait. Oui, c'est vrai, il nous avait parlé, Diego, de lui, comme quoi c'était le futur de la sélection. Il est plutôt jeune, à 25 ans, donc quand même assez intéressant de voir que le Mexique commence à avoir de la relève. Donc, bref, c'est quand même très intéressant. Je sais que tu as dit comme quoi le Mexique a dominé la première mi-temps. Je suis sûr que le Costa Rica a été un peu plus visible lors de la seconde. Est-ce que donc tu pensais que le match nul en général était mérité si jamais c'était par exemple en phase de groupe? C'est dur à dire tellement les débats n'ont pas été équilibrés dans la possession, mais dans les occasions franches, oui, le Costa Rica rentre peu dans la surface de réparation en première mi-temps, mais rentre beaucoup plus en deuxième mi-temps. Les Mexicains sont plus dans la possession, mais de la possession un peu stérile, même s'ils vont taper sur la barre à un moment, et Morera aussi sort une parade énorme. Mais oui, je pense que le match nul, il est mérité pour le Costa Rica. Il est un peu difficile pour le Mexique, mais encore une fois, je pense que les Mexicains devaient passer. Ils étaient favoris, ils se sont fait rentrer dedans par une super équipe costaricienne. Et voilà, mais honnêtement, du point de vue, parce que du coup, je suis plus intéressé, on va dire, par le point de vue costaricien que mexicain. Mais clairement, je suis rassuré. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais parce que le Costa Rica est éliminé, mais cette élimination rassure un peu tout le monde dans le sens où on a enfin retrouvé le Costa Rica qui joue au football, on a enfin retrouvé le Costa Rica qui donne du plaisir à ses supporters. Et ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui au Costa Rica, c'est que finalement on est fiers de cette équipe, quoi. Voilà, on a retrouvé Celso Borges, Brian Ruiz, Oscar Duarte dans leur meilleur niveau. Et Joel Campbell aussi qui a été phénoménal hier. Donc voilà, on a retrouvé de l'intensité, on a retrouvé du jeu, on a retrouvé du ballon, et ça fait plaisir à tout le monde. Et le Costa Rica, même s'ils sont déçus de l'élimination, parce que voilà, c'est une élimination en penalty, donc ça paraît toujours difficile à encaisser, mais on va dire que l'attitude a bien plu. C'est une élimination positive. Tu aurais perdu 2-1 dans des conditions, on va dire, rocambolesques, dans le sens où tu jouais pas beaucoup, tu jouais pas du tout, tu profitais simplement d'un penalty pour marquer, et tu fermais la boutique et t'en prenais que 2, on va dire grâce à Dieu, et tu perds que 2-1. Ça aurait déçu tout le monde. Là, tu perds dans une séance de tir au but après un match énorme qui pour l'instant fait partie pour moi c'est pour moi le plus beau match de la Gold Cup. Donc voilà, l'ambiance, c'est on est éliminé, on est déçu de l'élimination, mais on est satisfait des progrès de Matosas, et on espère que Matosas va rester le plus longtemps possible au sélectionneur du Costa Rica pour durer, parce que vraiment c'est ça dont les Ticos ont besoin, c'est la sélectionneur qui dure sur la longueur. Ramirez, Van Chopé n'ont pas duré longtemps. Donc là, clairement, il faudrait un sélectionneur qui arrive à faire un cycle, on va dire, de 2-3 ans minimum pour mettre ça en place. Et Matosas a des très très belles idées. Il faut qu'il continue, c'est important pour le Costa Rica. Si le Costa Rica se qualifie pour la Coupe du Monde avec ce Matosas-là, elle ne sera pas ridicule, et elle portera très très haut les couleurs de la CONCACAF. Oui, effectivement, bien évidemment. On espère le meilleur pour le Costa Rica. Je pense aussi, on espère le meilleur pour tous nos pays de cette Gold Cup. Vu que Anthony et moi, personnellement, on a plus, je pense, on est supporters de personne maintenant. Bref, on en parlera un peu plus tard. Mais par contre, moi, ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est que le Mexique, je suis sûr, si Diego était là, il aurait, je pense, approuvé que le Mexique s'attendait pas à avoir une Gold Cup aussi compliquée que ce qu'elle a jusqu'à maintenant. Et elle l'aura encore.
elle l'aura encore parce que la demi-finale, bon, vous allez en parler tout à l'heure, mais Haïti va aussi leur donner une réponse physique et un duel physique. Et les 120 minutes vraiment d'hier soir ont vraiment pesé, je trouve, dans les ressources mexicaines. Et je sais pas comment ils vont ressortir de cette prolongation-là. Soit ils sont ressortis galvanisés parce que ça a soudé le groupe et encore plus, soit ça les a fatigués et ils sont peut-être pas prêts au duel physique que va leur imposer Haïti. Oui, effectivement, ça va être très compliqué. Ben, on en parlera un peu plus tard, bien évidemment. En fait, on parlera un peu plus des demi-finales demain. Mais parce qu'on aura les 2 demi-finales, puis on pourra parler comme il faut de tout ça. Par contre, c'est ça, donc le Mexique, ce que je disais, c'est que le Mexique l'a pas eu facile, donc en gagnant très difficilement face à la Martinique, c'est encore de 3-2 lors du dernier match de groupe. Puis hier, tout le monde s'attendait, bon, on disait, ouais, Costa Rica est dépassé, c'est la fin d'un cycle, c'est plus la Costa Rica d'avant, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils viennent de perdre contre Haïti, c'est drôle, ainsi de suite. Puis finalement, le Mexique a eu beaucoup de mal à s'imposer, donc a dû attendre le coup de sort qui est les tirs de penalty. Pour moi, c'est vraiment, ça peut aller des deux côtés, c'est du 50-50. Donc, cette fois-ci, c'était du Mexique, mais bon, finalement, le Costa Rica a tenu tête au Mexique, et comme la Martinique l'avait fait avant. Pour aller dans ton sens, c'est sûr, il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, Martino, après un carton jaune parce qu'il n'arrêtait pas de conspuer l'arbitre, ça prouvait sa non-confiance. Il n'avait pas forcément confiance dans le scénario de ce match. Il fait rentrer Hector Moreno, qui était blessé au début de la Gold Cup, mais qui est un taulier de l'équipe nationale. Il le fait rentrer pendant les prolongations parce qu'il sent qu'il a besoin de faire rentrer ce taulier, même s'il n'est pas à 100%, mais pour, on va dire, finir le travail, tirer jusqu'aux prolongations sans prendre de but. Voilà, il a fait jouer quelqu'un qui n'était pas à 100% parce qu'il avait peur de ce Costa Rica-là. Donc clairement, ça va dans ton sens. Le Mexique ne s'attendait pas à se faire rentrer autant dedans. Ouais, exactement. En tout cas, c'était, je pense, une très bonne, comme tu l'as dit, une bonne Gold Cup pour la Costa Rica, le Costa Rica. Oui, moi, j'ai commencé les podcasts avec vous il y a 3 semaines. Ouais, 3 semaines de mémoire. Oui. En disant, mais on ne sait pas où on va. Voilà, le premier podcast, je me rappelle de dire, je ne sais pas quel 11 il va aligner, je ne sais pas tactiquement ce qu'il va faire. On a des doutes sur sa capacité à manager un groupe mélangé entre anciens et jeunes, entre génération de 2014 et une nouvelle génération. On ne sait pas, on avait plein de doutes. Aujourd'hui, on est éliminé de la Gold Cup, mais je peux dire, je suis rassuré et je veux que Matosas dure le plus longtemps possible parce que c'est le sélectionneur qu'il faut au Ticos. Donc oui, clairement, on a progressé et c'est une bonne Gold Cup. Parfait, Greg. Ben, écoute, merci beaucoup de nous donner ton expertise sur ce Costa Rica. Merci beaucoup d'avoir été disponible pour nous à chaque fois lors des matchs du Costa Rica. Ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir. En premier, j'aimerais juste voir Anthony. Anthony, tu as quelque chose à dire sur ce match-là, cette victoire du Mexique à l'arraché face au Costa Rica? Vraiment, là, je suis vraiment d'accord avec tout ce que Greg a dit. Et vraiment, là, comme il dit, on va en parler demain, là, mais pour le Mexique avoir joué 120 minutes là, face à une Haïti très physique, là, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. J'ai hâte de voir comment le Mexique va avoir récupéré dans ce court laps de temps parce qu'il joue déjà après-demain, soit le 2. Oui, donc, voilà, et puis il y avait aussi, tu as fait 120 minutes, c'était sous haute chaleur parce qu'à Houston, hier, il faisait encore 30 degrés. Donc voilà, l'énergie que le Mexique a donnée là, c'est pas pour manquer de respect au Canada, mais c'est pas la même énergie qu'a mis Haïti, quoi. Haïti a vraiment tout donné dans le combat physique de ce que j'ai vu, mais ils n'ont pas autant galéré, ils ne sont pas fait autant rentrer dedans que le Mexique hier. Oh, ben là, on n'est pas trop d'accord sur ça, mais ça, on en parlera une autre fois. Par contre, Dimitri, est-ce que tu as une idée, tu as un avis sur ce match-là? Je sais pas, je suis sûr que tu étais en train de célébrer puis que tu n'as pas vu ce match-là. Mais est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu t'attendais à ce que le Mexique ait autant de mal face au Costa Rica? Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit serré, mais de là à ce que ça aille jusqu'au pénalty, franchement, je pense que même lorsqu'on avait fait le podcast la dernière fois, c'était pas prévisible. Donc, franchement, il faut dire bravo au Costa Rica. Ils ont tenu tête à la grosse équipe de la section, de la zone. Donc, et de ce que je comprends de ce que Greg a dit, ils ont pu élaborer un petit peu plus leur football. Donc, franchement, il faut que le Costa Rica continue sur la démarche qu'ils ont entamée. Et puis, pour ce qui est du Mexique, on verra pour plus tard.
D'accord. Ça servira de match référence, ce match contre le Mexique. Même s'il y a une élimination à la fin, ça comptera dans les matchs références de la sélection de Matosas. Je pense que c'est à prendre comme exemple. C'est comme ça qu'il faut jouer tous les gros matchs, et même contre des équipes, on va dire, plus huppées. Par exemple, à la Coupe du Monde, quand tu vas affronter des équipes européennes, et c'est pas grave, il faut jouer de la même manière, parce que c'est comme ça que tu pratiques le plus beau football, et qu'il peut y arriver. C'est comme ça que tu peux renverser des montagnes, quoi. Et hier, tu n'étais pas loin de renverser la montagne mexicaine. Oui, tu as bien raison, Greg. Des fois, il y a des défaites, pas à savoir de victoire, mais il y a des défaites vraiment que tu peux accepter, être serein avec, et d'autres, on va en parler dans quelques secondes, mais d'autres défaites que vraiment, là, tu as de la misère à dormir et tu pleures en petite boule dans ton placard. Nous, c'est sûr qu'au moins, notre latéral droit, il a peut-être raté un penalty. Il a raté le penalty décisif, Fuller, mais au moins, il ne fait pas de passe à son gardien mal appuyé. Ça, c'est En tout cas, écoute, Greg, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. Merci. C'est sûr, on se parlera au fur et à mesure, peut-être lors des la Ligue des champions de la CONCACAF, si jamais il y en a des équipes costariciennes. En tout cas, merci encore de nous avoir légué ton expertise. Je te souhaite une très, très bonne journée. Et puis à bientôt. Merci à vous de m'avoir invité. J'étais très content de faire les podcasts avec vous. Malheureusement, ça se termine un peu plus tôt pour moi que pour vous, mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai été très très content de participer avec vous. Et puis je fais un bisou évidemment à toute l'équipe de Lucarne Opposé, parce que c'est là que j'ai rencontré le maximum de gens de Culture Soccer, et donc je voulais repasser une petite dédicace également. Exactement, donc Greg Chaboch, effectivement, qui est rédacteur costaricien pour Lucarne Opposé. C'est ça, là où Culture Soccer était avant de devenir indépendant. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Merci encore, très bonne journée. Je sais que tu as un barbecue, donc on va te laisser aller manger. Ouais, sous 40 degrés, là, je vais pas te mentir, je transpire juste à vous parler. Donc c'est très compliqué. Heureusement, j'ai mon maillot des Lakers, donc j'ai pas super chaud, mais ça va, on est bien. Excellent. Bonne journée, Greg. Merci encore. Bonne journée. Bonne journée. Allez, merci beaucoup, les gars. Merci. Puis c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Donc, on parle de ce premier match d'hier. Donc, une victoire de Haïti sur le score de 3-2 face au Canada. C'est sûr, on le savait, le favori durant ce match-là, c'était effectivement le Canada avant le match. Par contre, Haïti a vraiment montré beaucoup de force de caractère pour revenir, mener 2-0 à la mi-temps. Ils reviennent, puis marquent et s'imposent 3-2. Dimitri, raconte-nous en tout premier, je veux savoir, je sais que tu as crié quand tu es rentré dans le podcast, mais comment tu te sens? Comment se sent le peuple haïtien? Est-ce qu'il y a un côté, oui, je le savais qu'on allait battre le Canada, ou est-ce que c'est plus, oui, on a réussi l'exploit de battre une équipe canadienne qui est supposée être favorite? Quelle est l'impression des Haïtiens? Moi, en tout cas, j'ai pu avoir des relais un petit peu de la famille en Haïti. Je peux vous dire que l'euphorie au pays, c'était quelque chose d'assez rare, on m'a dit. Même quelques vidéos que j'ai pu voir là, franchement, le peuple manifeste énormément de joie. Je sais qu'il y a certains Haïtiens sur Twitter qui s'attendaient à une victoire. Mais bon, moi personnellement, je suis plutôt satisfait. Je suis plutôt, en fait, c'est plus que satisfait. Je suis comblé de ce que j'ai vu hier. C'était franchement quelque chose de magnifique, et en particulier en deuxième demi. Mais même la première demi, je peux vous dire qu'il y a certains éléments de fierté, de satisfaction à retirer de cette mi-temps. Mais non, franchement, en Haïti, les gens sont euphoriques, ils sont contents, ils sont derrière leur équipe à fond, et ça donne un espèce de brin de vie à ce peuple qui, franchement, je ne veux pas faire de la politique avec vous, mais ce peuple avait grandement besoin d'une victoire quelque part. Puis ça s'est ressenti hier, non seulement à travers Haïti, mais à travers toute la diaspora haïtienne. Et puis franchement, ça fait plaisir. Parfait. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et à point de vue canadien, Anthony, raconte-nous comment tu étais hier soir, même si moi, je le sais parce qu'on a vu le match ensemble. Oui, on était assez démolis à la fin de la rencontre. On était d'ailleurs avec Daniel Cameron, rédacteur canadien également. Donc, c'était une belle soirée entre amis, mais vraiment, pour ce qui est du match, on était
assez démoli, vraiment choqué pratiquement. Tu dois être assez heureux à dire que ta télé n'aille pas brisé. On s'est quand même contrôlé. Heureusement que toi et Daniel étaient là, ou sinon ma télé, elle serait partie depuis très longtemps. Bref, on revient à Dimitri parce que je préfère voir des gens joyeux que des gens, mais bon, on va rentrer bien évidemment dans le vif du sujet aussi par rapport à ce match-là. Donc déjà, par exemple, Haïti, je veux savoir, bon, on s'entend pour ceux qui n'ont pas vu le match. Le fil du match, c'est qu'effectivement, à la mi-temps, c'était 2-0 pour le Canada. Une première mi-temps, je pense, maîtrisée par le Canada, un peu à ce qu'on s'attendait. Est-ce que, Dimitri, toi, à la mi-temps, est-ce que tu as senti que c'était fini? OK, c'est fini, on est en train de se faire démolir. J'espère juste qu'on va essayer de limiter la casse. J'espère juste que on va pas perdre de 4 buts ou 3 buts d'écart. Et qu'au moins on va pouvoir réduire la marque ou quoi que ce soit. Est-ce que tu avais peur à la mi-temps? Je vais être honnête avec vous, non. Je trouvais que le jeu haïtien était demeuré le même, peut-être un petit peu plus timoré qu'à l'habitude, mais franchement, c'était ce qu'ils avaient l'habitude de nous livrer. Le Canada a profité de ces 2 chances. Il y en a peut-être eu une troisième, mais franchement, à part le fait qu'ils aient eu la possession, j'ai pas senti que c'était menaçant. Ils ont géré le match à 2-0. Ils s'étaient dit, bon, OK, on a fait ce qu'on avait à faire, mais j'avais l'impression qu'Haïti avait plus à donner. Puis, écoute, la deuxième mi-temps m'a pas fait mentir. Franchement, c'est encore une fois de l'orgueil, caractère, etc. Mais on va en reparler plus tard, bien sûr. Oui, effectivement, tu as parlé des 2 chances du Canada. Je pense que c'était les 2 plus grosses chances. Il y en a eu quelques autres, effectivement, mais sauf que c'était les plus grosses chances qui ont été mises au fond. Donc, le Canada qui a été opportuniste. De l'autre côté, du côté d'Haïti, il y a eu 2-3 chances, mais bon, le gardien a tenu bon, ou bien Haïti n'a pas touché la cible. On a eu un tir non cadré de Hervé Basile qui était vraiment très proche. Mais sinon, il ne faut pas oublier aussi que le Canada a eu aussi une barre transversale sur le coup franc d'Alphonso Davies. Bref, c'était quand même assez, je pense que la première mi-temps, 3 grosses chances de marquer pour le Canada contre de l'autre côté une chance de marquer. Donc, je pense il ne faut pas oublier excuse-moi, il faut pas oublier la bicyclette aussi à la 39e de Donald Guerrier avec le super barret de Borian. La bicyclette, si jamais tu vois le tir, il était presque sur Borian. Borian n'a pas fait un énorme arrêt. Donc, point de vue, c'est pour ça que je la compte pas comme, oui, c'était une chance de marquer, mais point de vue tir, je pense que Borian n'est pas rendu, c'est qu'en fait, c'était Casper, c'était un fantôme, parce qu'elle était presque sur lui. Donc, c'est pour ça que je la compte un peu moins. Par contre, le tir de Basile qui est passé à côté, Borian a tendu le plus possible. Puis, si jamais c'était cadré, c'était but, bien évidemment. Effectivement. Mais c'est ça, je reviens un peu à Anthony. Donc, si jamais tu me parles un peu de cette première mi-temps, si tu peux expliquer un peu ce que tu sentais à la fin de cette première mi-temps. Est-ce que tu sentais que effectivement c'était dans la poche, on maîtrisait bien? Est-ce que tu étais confiant à la fin de cette première mi-temps? Ouais, en fait, à 2-0, je me suis dit, bon, finalement, le Canada face quand même à une nation qui avait montré dans cette Gold Cup. Finalement, on fait un bon match face à une bonne nation. J'étais vraiment assez confiant. Je me suis dit, si les joueurs reviennent sur le terrain comme ils l'ont quitté, pour vrai, on est en route vers une victoire confortable. Finalement, le scénario a été différent, mais vraiment, à la fin de cette première mi-temps, j'étais satisfait du Canada. Mais vraiment, le match a vraiment été... il y a eu 2 matchs dans le même match, la première mi-temps et la deuxième, et je pense qu'on va analyser cette deuxième mi-temps assez longuement. Là. Exactement. Donc, on commence sur cette seconde mi-temps. On va rester avec Anthony et puis le côté canadien avant de revenir au côté haïtien cette fois-ci. Donc, on va changer ça un peu comme ça. En commençant par cette deuxième mi-temps, donc comme d'habitude, Anthony, tu me corriges si j'ai tort, mais comme d'habitude, le Canada qui se tire une balle dans le pied lui-même. Avec une remise en retrait de Godinho qui a été préféré
à Zachary Brault-Guillard en tant que latéral droit. On l'avait dit lors du podcast précédent, comme quoi on voulait voir Zachary Brault-Guillard à droite et non pas Marcus Godinho, parce que le côté physique des Haïtiens était très important. Et je pense que sur ce but-là, Godinho, c'est pas une question physique, c'est une question technique où il donne une mauvaise passe au gardien. Bon, après, ce n'est pas lui qui est 100% fautif. Oui, il y a une mauvaise passe du gardien, mais le gardien Milan Borjan aurait dû mieux gérer la situation. Il a reculé avant de recevoir la passe pour essayer de dégager plus loin, tandis qu'en fait, il aurait dû avancer puis dégager. Puis comme d'habitude, Borjan se trouve, je dis comme d'habitude parce que ça s'est passé exactement contre la Guyane aussi lors des qualifications pour cette Gold Cup-là. Comme d'habitude, il essaye de faire le beau en essayant de faire un crochet sur l'attaquant, puis l'attaquant chiffre le ballon, et puis c'est au fond du filet. Moi, je sais que c'est la première fois où j'ai failli casser ma télé. Et toi, Anthony, est-ce que tu penses que, bon, beaucoup disent oui, c'est la faute à 100% du gardien. Pour moi, c'est une faute, je vais dire 25% ou même 30% de Godinho, puis 70% du gardien. Tu en penses quoi de cette faute-là? Est-ce que tu penses que sans cette erreur individuelle-là, le Canada, Haïti aurait eu beaucoup plus de mal à marquer le premier but et à vraiment faire chavirer le bateau canadien? Oui, en fait, après seulement 5 minutes après le début de la deuxième, ça nous a vraiment mis le doute dans la tête. Vraiment, sur ce but gag, on s'est dit, dans la pièce, Daniel, moi ou même toi a dit, on se disait, si Haïti en marque un deuxième, vraiment, j'ai l'impression que le match va être à leur avantage. L'avenir nous a donné raison, mais vraiment, c'est le genre de but que quand tu mènes 2-0, il faut absolument pas que tu te prennes parce que ça met le doute dans les esprits. Et ça l'a surtout mis un doute dans l'esprit de Godinho parce que par la suite, là, ça faisait à ses os sa prestation et il nous coûte un deuxième but par la suite. Donc vraiment, oui, c'est le but là, qui a mis le doute dans la tête des Canadiens. Là. Oui, exactement, et je suis 100% d'accord. Et on va revenir sur ce Godinho, mais en premier, j'aimerais avoir l'avis de Dimitri sur ce premier but-là, le premier but du Canada. Est-ce que tu as senti que c'était bien évidemment, c'était comme si le Canada commençait grâce à ce but, à vous donner un peu la victoire, un peu sur un plateau d'argent? Est-ce que tu as senti que effectivement, vous étiez, je vais pas dire chanceux, opportuniste surtout sur ce but-là? Ou comment tu peux décrire en fait ce que tu as ressenti, ce que tu as vu sur ce premier but? Déjà, le fait que ce soit Nazon qui a été au pressing et puis qui a marqué le but, je pense que ça avait une grosse symbolique pour l'équipe parce que, comme j'avais dit dans le podcast précédent, c'est lui le leader spirituel de l'équipe, si tu veux, dans ce sens que c'est lui qui motive, c'est par son jeu et par ses paroles. Donc, ça avait une grosse signification et je pense que ça a galvanisé ses troupes encore plus. Pour ce qui est de la passe en tant que telle, moi, je suis pas nécessairement d'accord avec toi en ce sens que c'est 100% de la faute de Godinho. Et tu donnes une bonne passe vers l'arrière, tu peux pas donner une passe. J'ai pas dit 100%, j'ai dit 30%. Et puis 70% le gardien. Faut écouter, Dimitri. Non, ce que je te dis, c'est que moi, personnellement, je mets ça entièrement sur Godinho. Mais enfin, ce que je peux te dire là-dessus, c'est que dès qu'on a vu ensuite Borjan faire des signes à son défenseur, tu vois que la confiance commence à s'effriter doucement. Donc, c'est ce que je peux te dire. C'est l'impression que ça m'a laissé ce premier but-là et puis on va développer ensuite. Exactement. On va continuer avec toi et on va parler un peu de ce deuxième but où effectivement, encore une fois, Godinho qui n'arrive pas à vraiment supporter le duel physique sur son côté à lui. Puis Fauche, si je ne me trompe pas, c'était Basile. C'était Basile, exactement, dans la surface. Deuxième but, penalty. Est-ce que, bon, c'est sûr, c'est là où tu commences à y croire, bien évidemment. Effectivement, c'était Haïti avait déjà, après ce but-là, pris le contrôle. Je pense que le Canada avait levé le pied. Bien évidemment, il y a Derrick Etienne qui est rentré à la place de Frandy Pierrot. Et d'un autre
du côté canadien, tu avais Marc-Anthony Kaye qui, bizarrement, encore une fois, premier gros choix de Herdman, qui sort Jonathan Osorio pour rentrer Marc-Anthony Kaye au milieu de terrain en laissant Alphonso Davies en tant que latéral gauche. Donc, bref, parle-nous de cette erreur du côté de Godinho. Est-ce que tu penses, déjà, est-ce que tu penses que c'est plus grâce à Basile ou est-ce que tu penses que c'est vraiment une erreur de Godinho comme moi et comme je pense Anthony, mais on va en parler un peu plus tard avec Anthony? Je pense que c'est la conséquence du pressing haïtien, en fait. Oui, ils ont profité du joli cadeau que Godinho nous fait encore. En passant, je pense qu'il était haïtien, lui, hier. Et un but, une passe décisive, moi, je lui donne. Je vous dis ça tout de suite. Mais non, sérieusement, c'est simplement la conséquence du jeu haïtien. On a vu tout de suite le niveau augmenter, le pressing se faire de plus en plus intense. Et quand Haïti prenait le ballon, les passes étaient beaucoup plus tranchantes et étaient vers l'avant, en fait. Donc, c'est du jeu plus direct qu'on avait et c'est une conséquence donc, du jeu haïtien, en fait. D'accord. Donc, c'est plus pour toi, c'est grâce au pressing et non pas une faute à 100% de Godinho qui, en fait, se fait ridiculiser parce que, exactement, physiquement, il ne fait pas le poids face à l'attaquant Basile, comme tu l'as dit. Toi, tu penses, Anthony, est-ce que tu penses effectivement que c'est plus une erreur de Godinho? Est-ce que tu penses que c'est vraiment la pression haïtienne qui a créé ce penalty-là? D'une part, la pression haïtienne était vraiment bonne. Mais d'autre part, là, la faute de Godinho, il est dans sa surface de réparation. Il voit pas le joueur s'en venir. Il s'élance comme un fou faire un tacle. Il prend même pas le ballon. Il est en retard sur sur toute l'action. À chaque seconde, on dirait qu'il prend encore plus de retard. Pour vrai, c'est vraiment le genre d'erreur qu'on veut pas voir en sélection. Et c'était sa deuxième erreur du match. Vraiment, non, j'étais j'étais subjugué quand j'ai vu qu'est-ce qu'il nous a fait, Godinho. Exactement, puis c'est transféré bien évidemment par Hervé Basile qui a fait un excellent match hier, je trouve. Ouais. Mais moi, je reviens, je veux donner un peu mon avis sur ça. Effectivement, la pression haïtienne, elle est là depuis le début de la rencontre. Elle a commencé à la première minute, puis elle n'a pas arrêté jusqu'à la fin. Moi, je pense effectivement que c'est 100% la faute de Godinho sur cette action-là. Je pense que, ayant été coach assistant à un moment donné dans ma vie pendant 3-4 ans, je peux vous dire, dans la boîte, on fait jamais un tacle glissé comme ça, à part si vraiment on n'a pas le choix et puis on va se faire dépasser, ce qui n'était pas le cas. Godinho a été bien en place, puis il a décidé de faire un tacle vraiment pas contrôlé. Du tout, aucun contrôle sur son tacle, c'était pas un geste maîtrisé du tout, les pieds bien en l'air, pas vraiment collés au sol, le ballon, comme a dit Anthony, qui est sur le tacle, le ballon est à je vais pas dire des années-lumière, mais presque super loin du tacle de Godinho. Pour moi, c'est vraiment inadmissible à ce niveau-là de faire une erreur pareille. Après, bon, comme on le dit, le pressing haïtien a été la clé du succès d'Haïti. Effectivement, je pense juste que nos joueurs n'ont pas su, en deuxième mi-temps, gérer avec cette pression-là, comme ils l'ont fait en première. Et c'est ça qui me dérange un peu plus. Mais bon, j'aimerais que tu me parles un peu d'Hervé Basile. Tu en avais parlé dans un de tes podcasts, dans un des podcasts précédents, Dimitri, comme quoi Hervé Basile, c'était quelqu'un qui n'avait pas envie à un moment donné, qui avait refusé pendant longtemps la sélection haïtienne. Est-ce que maintenant, les gens, est-ce qu'ils lui ont pardonné le fait qu'il a refusé cette sélection-là pendant plusieurs années? Est-ce que ces gens-là, maintenant, voient Basile comme une force de frappe très intéressante et même extrêmement importante à l'équipe haïtienne? Moi, je dirais que oui, c'est sûr que maintenant, le peuple va le prendre, hein, va l'accueillir à bras ouverts, mais je peux vous dire que quand il a finalement accepté sa convocation, il y avait des réactions mitigées. Certains ont dit, bon, parfait, on a un bon joueur entre nous, mais bon joueur, ça dépend dans les lunettes de qui, mais aux yeux des Haïtiens, c'est un joueur qui joue à un bon niveau en France, donc c'était une valeur ajoutée à l'équipe, certainement. Et d'autres disaient que c'est pourquoi tu viens alors que tu as refusé aussi longtemps la sélection. Moi,
en tout cas, c'est les commentaires que j'ai vus très souvent, c'est que si tu es pour venir maintenant, aussi bien ne pas venir tout simplement, à force de refuser là. Mais bon, certains Haïtiens, après la victoire d'hier et après le jeu d'Hervé Basile, par qui je pense que le jeu est passé encore une fois, lui, et en plus, avec la combinaison qu'il avait avec Donald Guerrier hier, ça a rendu les choses encore plus intéressantes, je pense, pour le jeu haïtien. Mais non, franchement, il a des réactions mitigées, mais plus le tournoi avance, on dirait que plus on oublie qu'il a refusé pendant presque 5 ans la sélection là. Exactement, ben oui, je pense que maintenant c'est pardonné. Ben, selon moi, Hervé Basile, c'était le meilleur joueur du match. Je sais que beaucoup me parlaient, et dont toi me parlait de Dukens Nazon, qui a été très bon aussi. Mais pour moi, le joueur du match, c'était Hervé Basile. Et pour moi, c'est lui qui a vraiment débloqué la situation pour Haïti. Je sais pas ce que tu en penses, Anthony. Est-ce que pour toi, effectivement, c'était le joueur du match, Hervé Basile? Ouais, vraiment, là, il y aura en fait une différence dans cette rencontre. Vraiment, quand Haïti avait une chance de marquer, souvent, il était à la base de cette action. Et vraiment, là, pour vrai, faut vraiment pas que les Mexicains prennent trop confiance face au Mexique parce que sinon, ils vont se faire une Canada. Exactement, ça c'est la nouvelle expression qu'on a instaurée, Anthony et moi, hier, et comme quoi on va se faire une Haïti. Donc c'est devenu ça. Se faire une Haïti, ça veut dire se faire une remontada. Donc c'est la remontada de notre Gold Cup, parce que juste après, quelques minutes plus tard, effectivement, et c'est sur une excellente passe de Dukens Nazon que Will Donald Guerrier se retrouve devant Milan Borjan. Il le dribble, il marque le but de 3-2. Remontada complétée. C'est l'euphorie chez Dimitri. Je suis sûr que ça rappelle très bien. Parle-nous un peu de ton feeling par rapport à ça, parce que pour les gens qui ne sont pas au courant, Dimitri est effectivement au Canada. Donc, il était un peu, même s'il était à 100% pour Haïti durant ce match-là, il a aussi une grande partie de lui qui est canadienne. Donc, comment tu t'es senti dans ce match, lors de ce troisième but-là? Est-ce que tu as eu une petite pensée pour ton petit côté canadien ou pas du tout? Honnêtement, j'avais oublié que j'avais un passeport canadien. J'avais oublié que j'avais un passeport canadien. Sérieusement, la passe Ligue des Champions de Nazon vers Bon, on se calme. Ligue des Champions, on se calme. Je garde ça. Moi, je dis que c'est une passe Ligue des Champions. Mais sérieusement, le sang-froid de Guerrier, puis c'est la libération totale. Franchement, j'ai même pas de mots pour décrire à quel point c'est heureux là ce qui se passe en ce moment. Haïti a pas connu ça. Probablement, Haïti a jamais vraiment battu le Canada au football, ce qui est bizarre. Mais en plus, là maintenant tu fais ça en quart de finale. Ça fait des années que tu n'as pas atteint ce stade-là à une compétition continentale, parce que je tiens à rappeler pour les puristes et les historiens du foot que Haïti a gagné le championnat de la CONCACAF en 1973. Oui, qui n'était pas la Gold Cup dans le temps, effectivement. On en avait parlé lors de nos podcasts précédents, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Mais c'est la première fois qu'ils atteignent la demi-finale de la Gold Cup. Franchement, on dirait que c'est une libération, c'est une fierté. J'avais des frissons dans le dos. Je ne peux même pas t'expliquer comment. Je failli être disposé, là. Je failli m'évanouir. Là. C'était l'euphorie totale. De ton côté, Anthony, on était ensemble encore, mais décris un peu notre réaction sur ce troisième but haïtien. Vraiment, le but haïtien reflète vraiment les faiblesses du Canada. Vraiment, on a vu des villes se faire manger en défense, mais depuis le début du tournoi, on veut pas le voir en défense. donc vraiment, on a vu les faiblesses du Canada sur un seul but, et c'est un peu ça qu'on a vu tout au long de la rencontre. Mais vraiment, là, super passe de Nazon, et puis le contrôle là, de Guerrier, là, vraiment, la première touche, la deuxième touche, pour vrai, c'était vraiment un beau but. Exactement. Moi, quand j'ai vu ce but-là, à la fin du match, après que j'ai essayé de surmonter ma déception, je me disais, j'aurais aimé être haïtien ce match, sur cette soirée-là, mais bon. En tout cas, t'es le bienvenu. On va revenir. Donc, pourtant, il y avait une petite partie de moi au côté haïtien, vu qu'il y avait Steven Sabah, qui est d'origine libanaise, qui était là sur le terrain et qui a fait quand même un match pas extraordinaire, mais il n'a pas été mauvais du tout non plus.
Donc, bref, on revient un peu sur ce match-là. En premier, on va commencer par, avant de décrypter un peu le coaching de Herdman, sur lequel je pense on va passer beaucoup de temps. On va commencer par, en premier, de coacher, parler du coach de Haïti. Est-ce que tu peux nous décrypter un peu ce que votre entraîneur a fait, Dimitri? Moi, ce que je peux déjà, il est resté sur son plan initial. Je pense que le fait qu'il ait changé à la mi-temps Franzi Pierrot pour Derrick Etienne, il a ajouté de la vitesse, il a ajouté beaucoup plus de technique. Donc, il s'est dit, je pense qu'il a lâché les rênes en deuxième mi-temps. Il s'est dit, bon, voilà, mon pressing habituel ne fonctionne pas avec Franzi. On va le sortir, on va mettre Derrick pour brasser encore plus les choses offensivement. Ça a fonctionné avec 3 buts en 15-20 minutes. Et puis, par la suite, on gère le temps, on gère notre zone en donnant la possession. Je vous dis, il y a quand même eu des moments inquiétants, notamment le but refusé à la 83e, si je ne me trompe pas. Oui. Mais c'est ça. Je pense que il a géré la mi-temps en 2 temps, en fait. Il s'est dit, dès qu'il y a eu le but de Dukens, on dit, on va tout lâcher, on va y aller à fond. Et puis par la suite, donc gros pressing, gros combat encore une fois. Et puis avec un petit peu de technique avec Derrick Etienne. Et par la suite, on gère un petit peu avec Erivo qui est entré. Puis après, Bikou Bissant, ça c'est pour terminer le match. Mais on est resté dans la gestion pour, je dirais, les 15 dernières minutes. Exactement. Et juste pour nos auditeurs, donc l'entraîneur haïtien, c'est Marc Collat de la Martinique. Yes. Donc un excellent, je pense qu'il a complètement, je pense qu'il a eu la main haute sur John Herdman. Effectivement, il a fait un très bon coaching. Tu l'as bien expliqué avec la rentrée de Derrick Etienne. Moi, j'étais surpris de ne pas voir sur le 11 de départ. Puis après, Zachary Erivo, qui est milieu défensif, qui joue à New England, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il est pas cédé par New England, mais cette saison, il a surtout joué avec Birmingham en USL. Donc, il était pas mauvais, mais mais c'était pas le meilleur non plus. Exactement. Donc, notre expert USL, Anthony, qui était content de le voir sur le terrain, content. Qui voulait le voir sur le terrain, donc il a réussi à le voir pendant quelques minutes. Juste pour compléter, Adi, sur ce que tu disais par rapport à Pierrot versus Etienne, oui. Je pense que l'intention aussi du coach Collat, c'était vraiment de mettre un petit peu plus de physique sur la défense canadienne. Et puis, ça n'a pas trop marché. C'est pour ça qu'il y a eu ce switch. Mais effectivement, ça aurait pu être un meilleur choix que de mettre Derrick Etienne et de tout simplement y aller avec la vitesse et de la technique. Finalement, le résultat lui donne raison. Donc, je pense que Derrick Etienne est rentré à un moment où, effectivement, le côté physique avait déjà fait son effet sur la défense canadienne. Puis lui, il est rentré avec toute sa fougue et puis sa vitesse, parce que c'est un joueur extrêmement rapide, Derrick Etienne. Donc, bref, c'est quand même, je pense que c'était un coaching gagnant, comme on l'a dit. On passe finalement au coaching de John Herdman. Donc, si vous allez me permettre, je vais commencer en premier. On va parler. Ouais, je vais parler de plusieurs choses et je vais essayer de faire des points. On va les appeler des petits points au fur et à mesure. Puis vous allez me répondre sur chaque point ce que vous en pensez. Donc, je ne sais pas si vous voulez les noter parce que je vais les dire en une fois au lieu d'aller point par point pour que ça aille un peu plus vite. Premier point, selon moi, John Herdman a complètement raté sa Gold Cup au complet. Pourquoi? Parce que en premier, la façon dont il a géré le premier match du Mexique pour soi-disant garder des forces fraîches pour la demi-finale, désolé, t'es pas arrivé en demi-finale. Donc, est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que si jamais on avait été premier du groupe en battant le Mexique, si on était, peut-être qu'on aurait pu battre le Mexique déjà et être premier du groupe, ou bien on aurait pu montrer quelque chose d'autre dans cette Gold Cup, peut-être avoir un capital confiance encore plus important. La deuxième chose qui est pour moi le plus gros échec de Herdman, c'est dans son 11 de départ. Je vais parler de 3 choses dans le 11 de départ qui m'ont vraiment dérangé. En premier, Marcos Godinho, je pense que je l'ai assez dit. On l'a dit lors du podcast précédent. Pour moi, il n'est pas du calibre
de cette équipe-là. Je pense que Brault-Guillard est beaucoup plus physique. C'est un défenseur qui était beaucoup plus physique, était beaucoup plus approprié pour ce match-là. Je comprends qu'on met Godinho qui est un peu plus offensif que Brault-Guillard dans des équipes où on est supposé avoir la possession du ballon et dominer. Mais contre une équipe comme Haïti, je pense que Brault-Guillard aurait été un meilleur choix. Puis dans la composition aussi, Alphonso Davies qui est mis en tant que latéral, je pense que je le trouve sur tous les toits depuis le début de la Gold Cup en disant, et même depuis que Alphonso Davies est au Bayern Munich, comme quoi c'est inadmissible de voir un joueur de ce talent offensif se retrouver en défense. Puis on le voit sur le 3e but, il est fautif lui aussi parce que c'est lui qui fait en sorte que derrière lui, Guerrier arrive à s'échapper de son marquage parce que Davis n'était pas assez vigilant, mais en tout cas, il n'est pas latéral gauche, donc je ne vois pas comment il s'est fait. Puis la dernière chose, c'est comment Herdman a géré ce match-là. Voyant qu'en deuxième mi-temps, Haïti commençait à dominer dès le début avec le premier but du Kent Nazon, son premier changement a été de remplacer Jonathan Osorio pour Marc-Anthony Kaye, qui pour moi était le bon changement, mais c'est sur le placement sur le terrain que c'était mauvais. Kaye aurait dû se retrouver en poste de latéral gauche. Alphonso Davies était supposé se retrouver en tant qu'ailier gauche, puis Junior Hoilett était supposé se retrouver dans l'axe. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Marc-Anthony Kaye a pris poste pour poste la place de Jonathan Osorio, qui est pour moi, je pense, inadmissible. C'est une erreur de débutant, d'après moi. Et les deux derniers changements, le changement qui fait le plus de sens, il le fait à la 80e minute, où il fait rentrer Ashton Morgan pour Cavallini. Je pense qu'il aurait pu faire ça avec Kaye, mais non, il fait rentrer Ashton Morgan pour Cavallini. Pour ceux qui ont pensé que c'était un changement défensif, ils n'ont rien compris, parce que c'était pas du tout un changement défensif. C'était le fait que Morgan se retrouvait en tant que latéral gauche, Davies avançait à son poste en tant qu'ailier gauche, puis David allait se retrouver en pointe avec Jonathan David en pointe et Hoilett à droite. Et le milieu qui restait pareil avec Marc-Anthony Kaye, Scott Arfield et bien évidemment Atiba Hutchinson qui, je pense, disputait son dernier match à vie avec la sélection canadienne. Ça, c'est les deux changements. Il n'a pas utilisé son 3e changement. En tout cas, je pense que c'est fini. Ça n'aurait pas servi à grand-chose. Hutchinson qui a marqué un but très logiquement refusé parce qu'effectivement, il était hors jeu. Bref, Anthony, qu'est-ce que tu penses de tous ces points-là? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu as des choses à ajouter, d'autres erreurs que tu aimerais ajouter ou bien des arguments supplémentaires? Non, vraiment, là, sur le 11 de départ, je suis absolument d'accord avec toi. Vraiment, le fait de titulariser Godinho, au final, on l'a vu au cours du match, ça nous coûte le match. Vraiment, c'est deux erreurs qu'il faut pas voir dans une Gold Cup et c'est lui qui les fait. Vraiment, c'est très dur pour le joueur, mais on s'y attendait un peu. On s'attendait pas qu'il fasse de grosses erreurs, mais on s'attendait pas qu'il fasse un énorme match non plus. En tout cas, pas nous, peut-être Herdman, peut-être qu'il y a eu comme avant la rencontre, je disais, peut-être qu'il y a eu quelque chose qu'on n'a pas vu, tu sais, c'est lui le professionnel, mais au final, c'est nous qui avions raison. Puis, et oui, vraiment, là, rentrer Ashton Morgan à la 80e minute, je pense qu'Herdman a un peu dit à tout le monde au Canada que au final, il avait vu peut-être son erreur au cours de cette Gold Cup. Mais il était trop peu trop tard. Et puis, on avait espoir quand Kaye est rentré. Et finalement, il n'est pas allé défenseur gauche. Et vraiment, je crois que si Davies aurait débuté la rencontre vraiment en tant qu'ailier gauche, sa position de prédilection, peut-être pas au Bayern, on le sait, il essaie de le mettre latéral, mais qu'est-ce que nous, on a vu au Canada avec le Vancouver, sa meilleure position, c'est ailier. Au Canada, tout le monde veut le voir ailier. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas et je crois vraiment que ça nous a coûté la rencontre parce que au final, tu le mets seulement à la 80e minute en tant qu'ailier, il est pas vraiment dans, comment je pourrais dire ça, dans le rythme attaque. Dans sa tête, il est encore défensif et on a vu qu'il n'a pas fait de la différence et c'est vraiment dommage. Vraiment, Herdman, c'est une Gold Cup ratée, mais j'ose croire que le Canada va pas le licencier pour ça. Là.
On parlera de l'avenir de Herdman après dans le prochain segment. Et le pire dans tout ça, c'est que je vais ajouter une chose par rapport à ce que tu as dit, Anthony. Non seulement il le met juste à la 80e minute, mais il le met aussi en tant qu'ailier alors qu'il vient de coûter le 3e but. C'est sa faute sur le 3e but haïtien. Donc, mentalement, il est juste pas là. Il n'est pas d'attaque, comme tu le dis. Donc, pas juste physiquement, mais mentalement aussi. Toi, Dimitri, est-ce que tu penses quoi des affirmations que j'ai lancées? Maintenant, on fait appel à ton côté un peu canadien, si tu en as encore. Ouais, non, je reprends mon passeport maintenant. Puis, non, c'est ça, effectivement. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Hein. Franchement, je pense que l'expérience d'Evies comme latéral, ça peut se terminer. Je pense qu'aussi au Bayern, ils vont prendre des notes de cette expérience. Moi, Anthony Kay comme latéral gauche, c'est ce qui devait être fait depuis le départ. Je pense pas qu'il aurait dû changer son 11 comme il a changé son 11 du tout au tout contre le Mexique. Mais je pense que ça a coûté le match tout simplement parce que je ne pense pas que le Canada n'a pas la qualité pour battre le Mexique, ni n'a pas la qualité pour battre Haïti. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer avec Herdman, mais je ne veux pas ramener non plus un fantôme Zambrano, mais je préférais Zambrano. Franchement, il avait. On va en parler. Il avait une idée de jeu, lui, au moins. On va en parler un peu plus tard, Dimitri, de Herdman, de l'avenir de Herdman et de Zambrano et de tous ces trucs-là. Je voulais juste parler des erreurs maintenant de Herdman en date de maintenant. Là. Mais continuons un peu par rapport à ça. Beaucoup, bien évidemment, vu qu'on fait notre podcast en français, beaucoup demandent pourquoi Samuel Piette n'a pas été titularisé. Je pense que Piette aurait amené un peu cette stabilité défensive qui a manqué au Canada. Je pense qu'effectivement, ça aurait été le meilleur choix d'un point de vue sportif. Malheureusement, sur le côté humain, et je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en le disant, sur le côté humain, je trouve normal que Herdman ait titularisé Atiba Hutchinson, qui, je pense, a disputé son dernier match en carrière avec le Canada. En tout cas, son dernier match en Gold Cup avec le Canada, parce qu'il a maintenant 36 ans. Effectivement, il a porté le Canada à bout de bras pendant plusieurs années, puis je pense que c'était normal. Je pense pas qu'il a fait un mauvais match à Hutchinson, mais je pense que Piette aurait été de loin meilleur dans ce match-là avec le côté physique. Piette est très capable de supporter le côté physique et il aura fait beaucoup de bien et causé beaucoup de problèmes aux offensives haïtiennes, selon moi. Même si je comprends la décision de Herdman. Est-ce que tu serais d'accord avec moi par rapport à ça, Dimitri? Tout à fait. Je pense que sportivement, ça aurait été un très bon choix. Mais Atiba Hutchinson, même j'aurais peut-être mis un petit peu plus haut sur le terrain, ou en tout cas comme relayeur, puis vraiment asseoir Piette comme 6, comme il est de toute façon, à gratter les ballons, puis à relancer avec une bonne première passe très fraîche, qui aurait retiré beaucoup de pression sur les centraux, et voire même un peu sur les latéraux également, notamment Godinho. Donc, ouais. Exactement. Mais, bon, c'est compréhensible, effectivement, Hutchinson. Parfait. Et toi, Anthony, tu penses quoi de ça? Tu penses quoi de ça, toi, Anthony? Oui, je pense vraiment que c'était peut-être pas logique sportivement parlant, mais vraiment que oui, c'était un peu pour redonner à Hutchinson qui nous a tellement donné lorsque le Canada était à son plus mal. Et vraiment, j'ai vraiment pas l'intention de critiquer Herdman pour ce choix. Je crois que c'est un choix, on pourrait dire, quand on connaît la situation canadienne, je crois que c'est un choix logique. Et vraiment, c'est pour respecter l'homme, sa carrière et vraiment, comme je l'ai dit, pour tout ce qu'il a donné au Canada. Et vraiment, j'espère qu'il va rester autour de cette sélection, même après sa retraite internationale. Exactement. Bon, bref, et là, on parle en fait de l'éléphant dans la pièce, l'avenir de Herdman. Je vais commencer, je vais donner mon avis à la fin cette fois-ci. Commençons en premier par Dimitri. Tu as déjà commencé à donner ton avis, donc on va te laisser continuer. Donc, tu as dit que tu préférais Zambrano à Herdman. Et pour toi, tu penses donc que la Fédération canadienne est disposée de se séparer de John Herdman. Je dis pas ça, mais je dis que je pense qu'elle n'aurait pas dû se séparer de Zambrano en premier lieu. Mais bon, maintenant que Herdman est là, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le dégager tout de suite. Il faut être quand même dans la continuité. Le Canada change régulièrement d'entraîneur. Je pense que c'est le 13e ou le 14e entraîneur en 16 ans, là.
faudrait que je revérifie, mais ça fait beaucoup de sélectionneurs. À un moment donné, je pense qu'il faut aussi il apprivoise son équipe un peu plus. Il a le temps, je pense, il a un staff avec qui il peut faire une bonne analyse de ce qui s'est passé à froid. Et puis se relancer pour la campagne de qualification de Coupe du Monde. Donc, je pense pas qu'il faut le mettre dehors tout de suite. Je pense qu'il faut le laisser faire la campagne de Coupe du Monde. Et puis après, on verra quoi. Parfait. Et toi, Anthony, tu penses quoi de ça? Ah, vraiment, Herdman, là, c'était sa première grosse compétition. C'était ses premiers gros matchs. Vraiment, j'ose croire que la fédération n'attendait pas vraiment de résultats absolument. Oui, on espérait mieux, mais vraiment, c'était vraiment une compétition d'apprentissage. Comme je l'ai dit, c'était les premiers gros matchs. Et vraiment, si on licencie un sélectionneur seulement après une mauvaise Gold Cup, lorsque l'équipe n'avait jamais affronté vraiment de grosses nations, sans manquer de respect aux nations qu'on avait affrontées auparavant, là, mais vraiment, ça serait pas très logique de la part de la fédération. Et j'ose croire qu'on va continuer avec lui pour la qualification pour 2022. Et vraiment, comme je dis, ça serait quand même n'importe quoi parce que lorsqu'on lisait sur Herdman avant la compétition, tout le monde semblait positif, tout le monde était satisfait de son travail. Et c'est pas à cause d'une défaite contre Haïti 3-2 et une Gold Cup ratée qu'il faut que tout cela change. Je crois qu'il a appris, j'ose croire qu'il va apprendre de ses erreurs et vraiment là, comme je dis, toute la fédération est dans une sorte d'apprentissage. On a vu nos faiblesses, on a vu des erreurs et vraiment, au lieu de tout démolir et de recommencer, ces erreurs-là, on devrait les prendre sur nous et travailler sur ça. Exactement, et je pense que John Herdman est en train d'apprendre, comme tu l'as dit, Anthony, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, Zambrano, c'était un beau parleur. Il y a plein de choses qu'il a dites et j'ai pas vu des actions après ce qu'il a dit. Et d'un autre côté, en tout cas pour moi, je trouve Herdman de loin meilleur depuis qu'il est là, parce on regarde cette compétition-là, puis on voit les erreurs de Herdman et il en a fait plusieurs. Comme j'ai dit, il a complètement raté cette compétition-là. J'espère qu'il va apprendre de ses erreurs, de ce point de vue-là. Mais il a fait vraiment beaucoup de bonnes choses avant cette compétition-là. C'est lui qui a fait en sorte de faire confiance à Jonathan David. C'est lui qui a fait en sorte de faire en sorte que Balou Tabla choisisse la sélection canadienne. Bon, à date, on l'a pas vu lors de cette Gold Cup, mais c'est grâce à lui qu'on a cette option avec Balou Tabla. C'est lui qui a ramené Derek Cornelius. C'est lui qui a fait en sorte d'aller au tournoi de Toulon en début d'année 2018 pour faire jouer les jeunes. C'est lui qui a ramené Bousti, qui est un gardien de l'équipe réserve de la sélection nationale, l'équipe réserve, pardon, de la Juventus, qui a juste 18 ans. Bref, il a fait plein de choses très intéressantes, Herdman. Il a amené de la sérénité à ce groupe-là. Puis je pense que c'est pas le moment encore de le renvoyer. Je dis pas qu'il faut lui donner une chance, il faut le laisser au moins continuer un peu son projet, parce que le Canada n'a jamais suivi le projet d'un sélectionneur assez longtemps. C'est une fédération qui a changé d'entraîneur très, 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 très souvent, et je pense que ce n'est pas la façon de faire. Herdman a vraiment besoin et je pense mérite encore de rester à la tête de la sélection et mérite d'apprendre un peu de ces erreurs-là à ce niveau-là. En tout cas, ça c'est mon avis. Je pense aussi l'avis d'Anthony, comme il a dit. Je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent que oui, il a coaché du soccer féminin, donc il connaît rien d'autre. Puis le soccer féminin, c'est très différent. Le soccer, c'est du soccer féminin, masculin. Au contraire, si c'est féminin, ça veut dire que tu as ouais, tu as vraiment une flèche de plus à ton arc et non pas que tu es moins bon. Parce que le foot féminin est très difficile à coacher aussi. Et c'est vraiment très, très, très décevant d'écouter des gens bâcher le soccer féminin comme ça parce que ça n'a pas lieu d'être. Bref, donc je pense que c'est comme ça qu'on va terminer notre podcast sur la Gold Cup aujourd'hui, donc avec l'élimination du Canada. On va parler de demi-finale demain dans un autre épisode, vu qu'on sera un peu les 4 demi-finalistes.
Merci beaucoup, Dimitri, de nous avoir rejoints. Merci encore de ton expertise. Ça fait plaisir. Bon, merci beaucoup, Anthony, de t'être rejoint de nouveau à moi. Merci de ton expertise. Ben oui, on est déçus du Canada, mais on va continuer à couvrir cette Gold Cup parce que c'est notre région, c'est la région de la CONCACAF. C'est une région qui nous intéresse chez Culture Soccer. Puis j'ai hâte à la suite, après avoir surmonté cette déception-là. Je pense qu'on va continuer à avoir de très bons matchs. Ça commence dès ce soir avec 2 duels quand même extrêmement intéressants entre Curaçao et les États-Unis et puis la Jamaïque contre le Panama. Merci encore, Anthony, pour tout. Merci à toi, Adi. Vraiment, j'ai bien aimé cette Gold Cup du Canada malgré des performances mitigées, mais c'est vraiment les leçons qu'on a pu tirer. Je crois que vaut mieux les avoir tout de suite qu'en cours de qualification. Donc vraiment, là, je suis plein d'optimistes, contrairement à certains. Exactement, moi aussi, c'est une jeune génération qui a pris beaucoup d'expérience. Ben, écoutez, les amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés ce long podcast-là. Bien évidemment, on se retrouve demain pour la prochaine édition du podcast Gold Cup pour parler des 2 matchs de ce soir. Merci encore, de nous écouter, bonne journée, essayez de surmonter ça pour les Canadiens. Pour les autres, continuez à nous suivre et à très bientôt.